Londres dort à demi sous son manteau de brume, les réverbères oscillant comme des phares perdus dans la nuit victorienne. Une rumeur sourde traverse les pierres, comme si la ville elle-même cachait un secret trop lourd à porter. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur « Lecture » ? Dites-le moi en commentaire. Levez doucement le voile de la nuit et laissez les ombres vous conduire vers l'énigme qui s'annonce. Un voile épais de brouillard s'étendait sur Londres, ce soir-là, et les silhouettes des passants se dissipaient dans la brume comme des fantômes pressés de disparaître. Les réverbères, étouffés par cette chape grise, diffusaient une clarté incertaine, qui ne semblait qu'accentuer l'obscurité au lieu de la combattre. Chaque pas sur les pavés résonnait d'un écho sourd, donnant à la ville un air de cimetière animé par des ombres errantes. Je contemplais par la fenêtre de notre logis de Baker Street ce spectacle mélancolique, songeant combien Londres, sous ce manteau de brume, paraissait devenir le théâtre naturel de toutes les intrigues. Holmes, qui s'était installé dans son fauteuil habituel, les doigts croisés sous son menton et le regard perdu dans la fumée de sa pipe, observait, sans y prêter vraiment attention, ce tableau extérieur. Il aimait à dire que la ville, dans ses moments les plus troubles, offrait plus d'énigmes qu'aucun esprit ne pouvait espérer résoudre. Je percevais, derrière son immobilité, l'agitation de ses pensées, car jamais mon ami ne demeurait longtemps sans exercer cette activité cérébrale incessante qui le définissait. Dans ce silence ouaté par le brouillard, je pressentais que quelque chose viendrait bientôt rompre cette tranquillité apparente, car l'atmosphère de Londres, saturée de mystères, ne manquait jamais d'apporter tôt ou tard son tribut de drames et d'affaires singulières. Nous goûtions ce soir-là à une de ces soirées paisibles que nous savourions rarement. La lampe répandait une clarté douce sur la pièce, et je lisais distraitement les pages d'un traité médical. Les deux pas précipités dans l'escalier vint confirmer sa prédiction et rompit le charme tranquille de la soirée. La porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître un jeune homme essoufflé, le visage rougi par le froid et les yeux agrandis par l'angoisse. Il ôta son chapeau avec maladresse et balbutia. « Monsieur Holmes, on m'a dit que vous seul pouviez nous aider. » Je l'invitai à prendre place, mais il préféra demeurer debout, comme si l'urgence de son message l'empêchait de se reposer un instant. Holmes, d'un ton détaché qui contrastait avec l'émotion du messager, lui demanda de reprendre son souffle et d'exposer clairement les faits. « C'est le River Bridge, monsieur. » Réussit-il enfin à articuler. Un gentleman a disparu en le traversant cette nuit. On n'a retrouvé que son chapeau flottant à la surface, et sa canne, brisée, accrochée aux pierres. Je vis les yeux de Holmes briller d'un éclat soudain, bien que son visage restât impassible. « Voilà qui est digne d'intérêt, » dit-il simplement. « Continuez, je vous prie. » Le jeune homme expliqua que la police locale semblait encline à conclure trop vite à un accident ou à un geste désespéré. Mais certains détails, confus, laissaient entrevoir une autre possibilité. Je sentis alors que nous nous trouvions au seuil d'une de ces affaires où l'intelligence de mon ami trouverait matière à déployer toute sa puissance. Un accident, dites-vous? Voilà une hypothèse bien commode, mais rarement satisfaisante, répondit Holmes en allumant une nouvelle pipe. Il se leva soudain, arpenta la pièce de long en large, et s'arrêta net devant le messager. Quel détail vous incite à croire qu'il s'agit d'autre chose? Le jeune homme raconta qu'on avait découvert, sur les pavés proches du pont, des marques confuses, comme si quelqu'un avait lutté, ou qu'on avait tenté de traîner un corps. De plus, un batelier avait signalé avoir entendu, peu avant l'heure présumée de la disparition, des éclats de voix étouffés par le brouillard. Voilà qui suffit à écarter toute conclusion hâtive. Et, sans plus attendre, il prit son manteau et son chapeau, jetant un dernier regard au jeune homme encore tremblant. « Guidez-nous, et que vos jambes soient aussi rapides que vos craintes. » Le brouillard nous enveloppait comme un linceul lorsque nous atteignîmes le River Bridge. Les pierres humides luisaient sous la lueur tremblotante des lanternes, et le clapotis sombre de la Tamise ajoutait à la sinistre atmosphère. Je frissonnais en observant l'arche massive du pont, dont les ombres semblaient receler quelques secrets. Holmes s'accroupit aussitôt, examinant le sol avec son attention coutumière.
Ses doigts fins effleurèrent les pavés détrempés, et je le vis ramasser un fragment de bois que je reconnus comme provenant d'une canne brisée. « Voilà qui confirme au moins la violence d'un acte, » murmura-t-il. Le messager désigna alors un objet coincé entre deux pierres, presque invisible à travers la brume. Je m'approchai et sentis mon cœur se glacer. Il s'agissait d'un morceau de tissu imbibé de sang séché. Un signe indubitable que nous avons affaire non à une chute fortuite, mais à une main criminelle, déclara Holmes d'une voix grave. Je l'entendis ajouter, presque pour lui-même. La rivière garde ses secrets, Watson, mais ses rives en trahissent toujours quelques-uns. Ce constat, accompagné du frisson qui me parcourait, fit naître en moi la certitude que cette affaire nous entraînerait bien au-delà des apparences d'un simple accident nocturne. Le silence qui régnait sous le River Bridge avait quelque chose d'oppressant, comme si la brume elle-même s'était liguée pour étouffer tout murmure de vie. Les lanternes, fixées aux arches du pont, jetaient une clarté blafarde sur la rive, révélant l'eau sombre et impénétrable de la Tamise. Nous étions plusieurs à scruter ce fleuve, espérant y distinguer une forme, mais rien ne paraissait troubler le courant que quelques bulles éphémères. L'absence du corps du gentleman disparu me glaçait davantage que ne l'aurait fait sa découverte. Je ressentis alors le poids du mystère. Tout semblait indiquer qu'un drame avait eu lieu, et pourtant, la victime de des empreintes brouillées, à demi effacées, qui révélaient pourtant à un œil exercé un affrontement récent. Certaines marques semblaient indiquer que deux hommes s'étaient heurtés, l'un cherchant à résister, l'autre à contraindre. Mais autour de ces signes évidents, d'autres traces, comme frottées ou volontairement piétinées, rendaient la lecture incertaine. « Voilà qui est fort intéressant, » murmura Holmes. « Le sol raconte une histoire de violence, mais quelqu'un s'est acharné à brouiller le récit. Ce n'est pas la confusion naturelle du hasard, c'est un artifice. » Je m'efforçais de distinguer ce qu'il voyait, mais mes yeux ne percevaient qu'un désordre indistinct. Holmes, lui, suivait le fil invisible d'une logique qu'il seul pouvait tracer. « Voyez ici, » ajouta-t-il en désignant une empreinte plus nette, profondément enfoncée. Cela témoigne d'un corps repoussé avec force, et là, cette traînée, effacée maladroitement. Peut-être un soulier glissant dans la lutte. Chaque nouvelle remarque dissipait un peu plus la théorie d'un accident ou d'une disparition volontaire. Une main criminelle s'était assurément exercée en ces lieux. Mais laquelle? Et dans quel but? Je sentais que nous approchions d'un premier tournant de l'enquête. Alors que nous examinions encore la boue, une voix connue, légèrement nasillarde, s'éleva derrière nous. « Eh bien, messieurs, je vois que vous cherchez encore des mystères là où il n'y a qu'un fait simple. » Je me retournai et reconnus l'inspecteur Lestrade, emmitouflé dans un manteau trop grand pour sa petite stature. Il s'avança avec son assurance habituelle, saluant Holmes d'un signe de tête qui tenait davantage du défi que de la politesse. « Un suicide, » déclara-t-il sans ambages. « Rien d'autre à voir ici. Un homme désespéré, une nuit de brouillard, un pont, la conclusion s'impose. » Holmes esquissa un sourire ironique, sans répondre immédiatement. Quant à moi, je savais que l'arrivée de Lestrade allait donner à mon ami l'occasion de déployer cette ironie mordante qui me fascinait toujours. Holmes se pencha vers lui, le regard pétillant de malice. Si la fatalité a des souliers, inspecteur, elle les porte bien petits et élégants. « Que voulez-vous dire ?» demanda Lestrade, intrigué malgré lui. « Patience, tout vient à point pour qui sait observer, » répondit Holmes en reprenant son examen du sol. Je notai alors combien la tension entre les deux hommes animait la scène. Lestrade représentait la routine et la précipitation de la police officielle, tandis que Holmes incarnait la patience et la finesse de l'observation. Entre eux, chaque affaire devenait une joute où l'esprit triomphait toujours du dogme. Je pressentais déjà quel camp emporterait la victoire. Holmes, insensible aux protestations de Lestrade, s'agenouilla de nouveau, ses mains fines frôlant la surface de la boue. Il s'immobilisa un long instant, comme un peintre devant sa toile, puis son visage s'éclaira d'un sourire aigu. « Voilà, » murmura-t-il, « le détail qui échappe aux yeux pressés, mais qui livre tout le secret. » Il se pencha encore davantage, comme s'il craignait que la nuit elle-même efface la preuve sous nos regards. Je me courbai à mon tour,
mais je ne vis d'abord rien de plus que des traces ternes et désordonnées. Holmes releva légèrement sa lanterne et déclara d'un ton calme. Un indice minuscule suffit à réduire à néant l'hypothèse la plus confortable. Ces mots éveillèrent en moi une impatience brûlante. Qu'avait-il découvert que je n'avais pu percevoir? La flamme de la lanterne glissa sur le sol, et soudain l'évidence m'apparut. Une empreinte fine, délicate. Le talon marqué plus nettement que la pointe, se détachait dans la boue. Une chaussure de femme, expliqua Holmes avec satisfaction. Voilà, l'estrade, le témoin silencieux que vous refusiez d'entendre. L'inspecteur fronça les sourcils, sans parvenir à formuler une objection immédiate. Pour ma part, je fus saisi d'un frisson. L'ombre d'une présence féminine, en ce lieu et à cette heure, changeait tout le sens de l'affaire. Et je compris que l'énigme du River Bridge ne faisait que commencer. La conversation s'ouvrit sur des banalités convenues. Mais je sentais déjà que sous ce masque de bienséance se dissimulait une âme plus tourmentée qu'elle ne voulait le montrer. Le silence de la pièce, alourdi par les tentures sombres, semblait vouloir étouffer tout aveu. Holmes prit la parole avec cette politesse distante qui lui était coutumière dans les interrogatoires délicats. « Madame, dit-il, permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Mais peut-être pourriez-vous nous éclairer sur les circonstances entourant la dernière soirée de votre époux. » Lady Montagu répondit d'une voix claire, mais glaciale. Elle affirma que son mari, ces derniers temps, s'était montré soucieux, qu'il sortait souvent seul le soir et qu'il ne lui confiait rien de ses affaires. Ces mots semblaient mesurés avec soin, comme s'ils avaient été répétés d'avance. Holmes la pressa de questions plus précises, mais elle évita avec une habileté froide de s'y compromettre, se réfugiant derrière la dignité du deuil. Je fus frappé de constater combien ces réponses dégageaient moins la douleur d'une épouse meurtrie que l'assurance d'une femme désireuse de préserver son image. Holmes, en se levant, me glissa doucement. « Watson, souvenez-vous toujours que la sincérité est spontanée. La froideur, elle, est presque toujours calculée. » Pendant que Holmes s'entretenait encore avec la veuve, je laissais mes yeux errer sur les murs du salon. Des portraits anciens, sévères et mélancoliques, dominaient la pièce. Mais je fus surtout frappé par un tableau plus récent représentant le défunt en uniforme, le regard fier mais lointain. Autour de nous, quelques objets personnels trahissaient des tensions dissimulées. Une bague posée à l'écart, une lettre soigneusement repliée mais non rangée, un verre de cristal encore taché de vin. Ces détails, que l'œil de Holmes n'avait certainement pas manqué, composaient pour moi l'image d'un ménage où le faste couvrait à peine une certaine discorde. Je compris alors que, derrière l'attitude irréprochable de Lady Montagu, se dissimulait peut-être un passé conjugal moins harmonieux qu'elle ne... Holmes, toujours prompt à percer les failles, l'interrogea d'une voix douce mais ferme. Le banquier tenta d'abord de minimiser l'importance de ses affaires communes avec le défunt, mais quelques lapsus révélèrent vite qu'un scandale financier couvait. Des investissements risqués, des créanciers impatients, peut-être même des falsifications. Vous semblez craindre plus la révélation d'un secret que la perte d'un ami, fit remarquer Holmes avec son ironie habituelle. Le banquier protesta avec véhémence, mais ses protestations sonnèrent creux. Je ne pus m'empêcher de ressentir une pitié mêlée de méfiance envers cet homme, qui paraissait pris dans un engrenage de dettes et de mensonges. À la sortie, Holmes demeura pensif, ses yeux étincelants révélant qu'il avait déjà tiré de cet entretien plus qu'il ne voulait en dire. De retour à Baker Street, Holmes s'installa dans son fauteuil, alluma sa pipe et me dit « Voyez-vous, Watson, nous avons ici les trois grands moteurs des crimes humains, l'amour, l'argent et la réputation. La difficulté n'est pas de les identifier, mais de savoir lequel domine. » Je lui rappelai la froideur de Lady Montagu, la nervosité du banquier et l'empreinte féminine trouvée sous le pont. Chacun de ces éléments semblait pointer vers une piste différente. « Justement, » répondit Holmes, « c'est cette multiplicité de mobiles qui rend l'affaire fascinante. Lorsqu'un seul motif se présente, l'esprit humain a tôt fait de se rassurer. Mais lorsque plusieurs s'entrelacent, la vérité se cache au croisement des passions. » Je demeurais songeur devant cette remarque. Les ombres de l'amour blessé, de l'ambition financière et de l'honneur menacé planaient toutes sur cette disparition mystérieuse.
Holmes, lui, se contenta de sourire, comme s'il voyait déjà ce que je n'apercevais qu'à travers un voile. Le lendemain matin, alors que nous évoquions encore l'entretien avec le banquier, Holmes se tourna brusquement vers moi. « Watson, dit-il, je vous confie une tâche délicate. Vous allez surveiller discrètement messieurs Carroway. » Je fus surpris par cette demande. Pincette. Je distinguai un fragment de papier jauni, encore marqué par la flamme. Intrigué, je le retirai avec précaution et constatai qu'il s'agissait d'une lettre partiellement consumée. « Holmes, voyez donc ce que j'ai trouvé, » m'écriai-je. Il se leva aussitôt et d'un geste rapide prit le document entre ses doigts fins. Quelques lignes restaient lisibles, mais les bords calcinés avaient effacé l'essentiel. Je crus discerner des mots qui évoquaient une menace, mais le sens demeurait obscur. Holmes sourit légèrement. Les criminels, Watson, font souvent l'erreur de croire que le feu consume aussi la vérité. Mais la vérité, elle, est réfractaire aux flammes. Je sentis déjà que ce petit fragment recelait un poids considérable pour l'affaire. Mais encore fallait-il déchiffrer ce qu'il taisait. Nous nous assîmes près de la fenêtre pour examiner le document sous une lumière plus favorable. Quelques mots s'étalaient de manière fragmentaire. Dette, silence, prix, et enfin une phrase partielle. Si vous refusez, alors le monde saura. Je compris aussitôt que nous avions affaire à un chantage. Le ton menaçant, les allusions voilées à une révélation publique, tout y était. Mais qui était le maître chanteur, et quelle faute cherchait-on à dissimuler? Là résidait encore le mystère. Holmes demeurait pensif, ses yeux parcourant le texte comme s'il cherchait à combler les lacunes par la seule logique. « Un homme puissant est rarement victime d'un hasard, Watson, » dit-il enfin. Ce billet indique qu'il se savait en danger, non de son imagination, mais d'une main bien réelle. Je songeais alors aux paroles froides de Lady Montagu et aux troubles manifestes du banquier Carroway. L'un comme l'autre aurait pu trembler devant la divulgation d'un secret compromettant. Pourtant, aucun nom ne figurait dans ces restes de phrases. Il fallait attendre que l'œil infaillible de Holmes rende à ce fragment sa cohérence perdue. Holmes, après quelques instants de silence, se mit à étaler le papier sur la table, lissant soigneusement ses bords noircis. À mesure qu'il avançait, il complétait les phrases avec une aisance confondante. Le message prenait forme. Il menaçait clairement de révéler une affaire scandaleuse si une certaine somme n'était pas remise lors d'un rendez-vous. Je demeurais stupéfait devant la précision de sa reconstitution. « Holmes, m'exclamai-je, vous lisez dans ces cendres comme d'autres lisent dans un livre ouvert. » Il eut un sourire ironique. « Ce n'est pas la magie, mon cher ami, seulement la logique. Les mots, comme les hommes, laissent des empreintes que l'on peut suivre, pour peu que l'on ait l'œil et la patience. » Et déjà, il semblait prêt à tirer la conclusion la plus dérangeante. À cet instant, Lestrade, qui nous avait rejoints au manoir, éclata de rire en voyant Holmes s'appliquer sur le fragment calciné. « Vous voilà encore à bâtir des châteaux de sable sur des cendres, » déclara-t-il. « Une lettre brûlée, quelques mots au hasard, et vous en tirez un roman. » Holmes leva sur lui un regard amusé. « L'histoire, inspecteur, n'est jamais écrite par hasard. Même les cendres parlent à qui sait les écouter. » « Ce que je sais, » répliqua Lestrade d'un ton sec, « c'est qu'un homme désespéré s'est probablement jeté du pont, et que vos fantaisies n'y changeront rien. » Je vis Holmes hausser les épaules avec cette nonchalance qu'il réservait aux sceptiques, mais ses yeux brillaient d'un éclat que je connaissais bien. Il avait vu ce que Lestrade refusait obstinément d'admettre. Holmes, imperturbable, reprit la lettre et la posa devant nous. Voici ce que dit en substance ce billet. Rendez-vous au River Bridge à minuit. Apportez la somme convenue, sinon le monde saura. Ces mots glacèrent la pièce d'un silence pesant. Car ce rendez-vous, fixé précisément au lieu et à l'heure de la disparition, liait désormais le drame au chantage de façon irréfutable. Je me surpris à murmurer. Alors, il ne s'est pas rendu là-bas par hasard. Non, Watson, répondit Holmes. Rien n'est jamais hasard dans ce genre d'affaires. Un homme va à un pas avancé, et son état d'agitation manifeste.
La visiteuse entra, vêtue d'un voile noir qui dissimulait son visage. Son pas trahissait une certaine fébrilité, et ses mains gantées se crispaient nerveusement sur le rebord de sa réticule. « Je viens à vous, monsieur Holmes, » dit-elle d'une voix tremblante, « car je n'ose confier mes inquiétudes à la police. » Holmes lui fit signe de s'asseoir, mais son regard acéré s'était déjà fixé sur elle, étudiant la tension de ses gestes, la rapidité de ses paroles, et jusqu'au moindre mouvement de son voile. Je fus frappé de voir combien cette femme, tout en affectant le deuil et la réserve, paraissait plus soucieuse de convaincre que de se livrer. Ses yeux, que j'apercevais fugitivement à travers la dentelle sombre, lançaient des éclairs d'impatience plutôt que de douleur. « Parlez sans crainte, madame, » dit Holmes d'un ton calme mais ferme. « Tout ce que vous direz restera ici, tant que vous nous le désirez. » Et déjà je pressentais que son récit allait ajouter un nouveau mystère à celui du River Bridge. La visiteuse, après un silence étudié, se lança dans un récit dont l'exactitude me surprit d'emblée. Elle évoqua un mari lointain, des affaires familiales obscures, et affirma craindre que des ennemis ne conspirent contre elle. Tout était raconté avec une clarté presque trop parfaite, comme si les détails avaient été disposés pour répondre d'avance à toute question. Holmes, immobile dans son fauteuil, paraissait écouter distraitement, mais je voyais bien qu'il retenait chaque mot. Plus elle avançait, plus ses explications me semblaient artificielles. Elle multipliait les précisions inutiles, telles que l'heure exacte d'une promenade ou le nom d'un domestique secondaire, ce qui éveilla mon soupçon qu'elle cherchait à masquer le fond de son histoire derrière une avalanche de minuties. Je remarquai aussi qu'elle évitait soigneusement certains points. Aucun mot n'était prononcé au sujet du défunt Montagu, ni du River Bridge, alors que ces éléments dominaient notre enquête. « Voilà un récit fort circonstancié, madame, » dit enfin Holmes avec un sourire à peine perceptible. Holmes avait cette faculté singulière de se composer un masque d'indifférence, derrière lequel son esprit travaillait avec une intensité redoutable. Tandis que la femme parlait encore, il s'amusait ostensiblement à remplir sa pipe, à lisser la cendre et à contempler distraitement les flammes de la cheminée. Mais je savais, pour l'avoir observé maintes fois, qu'aucun de ses sens ne se détournait réellement de la visiteuse. Chaque inflexion de sa voix, chaque hésitation dans son discours, chaque geste tremblant de ses mains était enregistré avec une précision chirurgicale. « Continuez, madame, je vous prie, » dit-il d'un ton presque ennuyé. « Votre récit m'intéresse au plus haut point. » Elle sembla hésiter, peut-être piquée par ce manque apparent d'attention. Ses phrases devinrent plus nerveuses, moins préparées, et c'est alors que Holmes inclina légèrement la tête, comme s'il venait de surprendre l'aveu qui l'attendait. À la fin de son récit, il se leva et, d'un geste poli, la raccompagna jusqu'à la porte. « Soyez assuré, dit-il, que votre affaire recevra toute l'attention qu'elle mérite. » Mais dès qu'elle eut franchi le seuil, il éclata d'un rire bref, sec, qui résonna dans toute la pièce. Je demeurai perplexe face à cette scène. Tout dans l'attitude de la visiteuse me paraissait contradictoire. Son air de douleur affiché, son voile sombre, ses mots choisis avec soin. Tout cela semblait destiné à inspirer la pitié. Et pourtant, il y avait dans son maintien une raideur, dans ses yeux une lueur qui démentait cette façade. Je confiai mes impressions à Holmes, qui se contenta de m'adresser ce sourire énigmatique dont il avait le secret. « Vous voyez juste, Watson, » dit-il simplement. « Mais il est parfois plus instructif de laisser parler un menteur que de l'interrompre. » Ces paroles, mystérieuses et sans explication supplémentaire, achevèrent de me convaincre que nous venions de recevoir une visite plus lourde de sens qu'elle ne voulait paraître. Quelques jours plus tard, nous fûmes conviés à une réception restreinte organisée par Lady Montagu dans son manoir. Tête, comme pour me confirmer qu'il avait vu la même chose. Lorsque nous quittâmes la réception, Holmes me glissa à voix basse. « Ce regard, Watson, valait un aveu signé de leurs mains. » Je voulus l'interroger davantage, mais il se tut, les lèvres serrées, comme s'il préférait conserver pour lui l'interprétation complète de ce signe. Je compris alors que nous venions de franchir une étape cruciale. L'ombre féminine qui planait sur l'affaire du River Bridge venait de se préciser, et elle liait désormais deux femmes dont l'attitude ne faisait qu'accroître le mystère. Les quais de la Tamise, enveloppés d'une brume persistante, grouillaient d'hommes rudes et taciturnes. Holmes, d'un pas assuré,
aborda plusieurs bateliers qui, à contre-cœur, consentirent à répondre à ses questions. Leur récit, toutefois, se révélait étrangement contradictoire. L'un affirma avoir vu, la nuit du drame, une embarcation glisser silencieusement entre les arches du pont, manœuvrée par deux silhouettes indistinctes. Un autre soutenait qu'aucun bateau n'avait accosté près de ce secteur, jurant qu'il avait veillé toute la nuit à sa barge chargée de charbon. Un troisième, enfin, avança qu'il avait entendu des éclats de voix, suivis d'un bruit sourd, comme celui d'un corps heurtant une coque. Holmes écoutait sans jamais interrompre, ses yeux clairs observant les visages plus que les paroles. À chaque contradiction, il esquissait ce sourire discret qui trahissait sa satisfaction d'approcher d'une vérité cachée derrière le voile des mensonges. « 3 récits divergents, Watson, » murmura-t-il en s'écartant. « Voilà qui m'assure que nous approchons d'un point crucial. Car lorsque la vérité dérange, chacun s'efforce de la travestir à sa manière. Je compris alors que ces voix brouillées de la nuit londonienne ne faisaient qu'épaissir le mystère du River Bridge. Nous longeâmes les quais, Holmes marchant à grands pas, comme guidé par une intuition sûre. Soudain, il s'arrêta net et me désigna du doigt une barge sombre, amarrée à l'écart des autres, presque dissimulée. Nous nous approchâmes de l'embarcation qui semblait déserte, mais dont les amarres récentes témoignaient d'un usage récent. Le silence qui l'entourait paraissait presque volontaire, comme si on avait voulu la rendre invisible dans la confusion du port. Je frissonnais en contemplant cette coque immobile, noire comme un cercueil flottant. « Si l'on a transporté un corps, » murmura Holmes, « c'est là que nous en trouverons trace. La rivière cache, mais les planches d'un bateau se souviennent. » Ces mots suffirent à éveiller en moi une angoisse sourde. Holmes sauta légèrement sur la barge, m'invitant à le suivre. À la lueur d'une lanterne, nous parcourûmes le pont de bois humide. Là, sur les planches, je distinguais des empreintes de pas encore marquées par l'eau du fleuve. Des bottes d'hommes, mais voyez comme elles se croisent, 2 personnes au moins, fit remarquer Holmes. Il souleva un cordage dont les fibres, récemment déplacées, laissaient deviner qu'une lourde charge avait été posée là. L'air lui-même portait l'odeur âcre du tabac, comme si un fumeur nerveux avait cherché à se donner du courage dans l'attente. « Rien ne disparaît totalement, Watson, » dit mon ami. « Les criminels ne savent pas que leurs gestes laissent derrière eux une trace aussi durable que l'encre sur le papier. » Je commençais à sentir que cette barge n'était pas un hasard, mais le pivot de l'affaire. À mesure que nous inspectons l'embarcation, la brume s'épaississait autour de nous. Soudain, Holmes leva brusquement la tête. « Watson, voyez là-bas. » À travers le voile gris, je distinguais une silhouette indistincte qui se déplaçait furtivement sur le quai. Elle s'arrêta un instant, comme surprise de notre présence, puis reprit sa marche rapide en direction de l'obscurité. « Nous sommes épiés, » déclara Holmes avec calme. « Suivons-le, mais sans précipitation. » Nous descendîmes aussitôt sur le quai, nos pas étouffés par la brume. L'ombre devant nous s'éloignait, hésitant parfois, comme consciente d'être traquée. Elle se glissa entre 2 entrepôts, disparaissant presque entièrement dans les... l'avait engloutie. Je ressentis un mélange de frustration et de soulagement. La poursuite avait échoué. Mais peut-être nous avait-elle épargné une rencontre dangereuse. Holmes resta silencieux un long moment, puis déclara d'un ton pensif. « Lorsqu'un homme s'échappe ainsi, Watson, il révèle au moins une chose. Il avait une raison capitale de craindre notre présence. C'est un aveu, même dans sa fuite. Je compris que, pour mon ami, l'échec apparent cachait une confirmation essentielle. Nous étions sur la bonne piste. De retour sur la barge, Holmes fouilla plus attentivement l'espace sous le pont. Ses doigts rencontrèrent une caisse soigneusement dissimulée derrière des toiles grossières. Elle était close par un seau de cire rudimentaire. Avec un geste sec, Holmes brisa le cachet et souleva le couvercle. À l'intérieur, soigneusement enveloppé, se trouvait un objet que je reconnus aussitôt. Une chevalière en or gravée aux initiales du disparu. « Voilà », dit Holmes d'une voix basse mais ferme. « La preuve tangible que notre homme est passé par ici. Le fleuve, les quais et cette barge sont les témoins silencieux de son destin. » Je frissonnais en songeant que cette découverte liait irrévocablement le River Bridge au sort tragique de l'infortuné gentleman. Holmes demeurait silencieux depuis notre retour de la barge, méditant longuement,
les yeux fixés sur la fumée de sa pipe. Enfin, il se tourna vers moi, avec ce regard étincelant qui annonçait toujours la mise en marche de son esprit stratégique. « Watson, dit-il, les preuves accumulées suffiraient déjà à un esprit impartial. Mais nos suspects ne se laisseront pas prendre par la logique seule. Ils exigent une mise en scène. » Je le contemplais, intrigué. Quelle sorte de mise en scène? Il se leva d'un bond. Nous allons leur donner ce qu'ils redoutent le plus, la voix d'un témoin. Nous ferons courir la rumeur qu'un survivant du drame du River Bridge a vu la scène et se tient prêt à parler. Leur peur, Watson, trahira leur culpabilité plus sûrement qu'aucun raisonnement. Je ne pus m'empêcher d'exprimer. Le lendemain, Holmes adressa plusieurs billets rédigés de sa main, invitant les principaux protagonistes de l'affaire à se présenter à Baker Street. Le prétexte était simple. Un nouvel interrogatoire, cette fois en présence d'un témoin essentiel. Je fus chargé de porter un de ces billets au banquier Carroway, dont la pâleur s'accentua à la lecture. Lady Montagu reçut sa convocation avec un sourire froid, presque moqueur, comme si elle considérait toute démarche de Holmes comme une perte de temps. Quant à la mystérieuse femme voilée, elle se contenta d'incliner la tête avec une gravité calculée. Holmes, durant ses préparatifs, semblait étrangement détaché, presque léger dans ses propos. Mais je savais que ce calme n'était qu'un masque. Derrière, son esprit travaillait avec la précision d'une mécanique implacable. « Voyez-vous, Watson, me confia-t-il, nous ne cherchons pas à leur arracher des aveux directs. Nous ne ferons qu'exposer leur visage à la lumière, et ce sont eux-mêmes qui se trahiront. » Ainsi se préparait, dans le silence feutré de Baker Street, une scène dont je pressentais qu'elle scellerait l'issue de toute l'affaire. Ils arrivèrent presque simultanément, et le salon de Baker Street se remplit d'une tension palpable. Holmes, d'un ton neutre, annonça que le témoin rescapé du River Bridge allait bientôt être introduit. La réaction fut immédiate. Le banquier Carroway se leva brusquement, ses mains tremblant malgré ses efforts pour paraître maître de lui. Lady Montagu haussa à peine les sourcils, mais je perçus dans ses yeux une inquiétude glaciale, soigneusement contenue. Quant à la femme voilée, elle se mit à tripoter nerveusement son mouchoir, répétant qu'elle n'avait rien à craindre. Holmes, imperturbable, observait chaque geste, chaque souffle retenu. Puis, avec une lenteur calculée, il ajouta « Le témoin est en route. Il dira ce qu'il a vu. Mais déjà vos visages m'en disent davantage que ses paroles. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les suspects s'entre-regardaient, chacun semblant chercher chez l'autre une confirmation ou une trahison. Je compris, mais la peur qui trahit celui qui a menti. Elle vaut plus que n'importe quel témoignage. « Baliverne !» s'exclama Lestrade. « Vous leur inspirez de la nervosité, voilà tout. »« Justement !» répliqua Holmes en souriant. « La nervosité est la sœur jumelle de la culpabilité. » Je perçus alors chez l'inspecteur un agacement profond, mais Holmes ne semblait attendre rien d'autre. Il savait que la pièce allait bientôt se jouer d'elle-même. Le silence qui suivit fut lourd, presque insupportable. Tous les yeux se tournaient vers la porte, comme s'ils redoutaient vraiment l'apparition du prétendu témoin. C'est alors que les masques commencèrent à se fissurer. Le banquier Carroway, les mains moites, tira sans cesse son mouchoir de sa poche. Le roulait, le froissait, puis le remettait maladroitement. Lady Montagu, qui jusque-là affichait un calme souverain, eut un léger tressaillement lorsque Holmes prononça le mot « minuit ». Quant à la femme voilée, elle laissa échapper une exclamation trop vive lorsqu'il évoqua le River Bridge. Holmes observait ces manifestations avec l'air détaché d'un médecin assistant à une expérience. Il notait d'un mouvement de sourcil ou d'un sourire à peine perceptible chaque contradiction involontaire. « Vous voyez, Watson, me souffla-t-il, point n'est besoin de menottes quand les mains s'enchaînent d'elles-mêmes. » Je compris qu'il n'attendait pas tant l'aveu d'un seul que la somme des maladresses révélatrices. Et plus les minutes s'écoulaient, plus la pièce prenait des allures de confession silencieuse. Tout à coup, un geste inattendu rompit l'équilibre précaire. L'un des suspects, je tairai ici son nom afin de conserver la logique du récit qui suivra, se leva brusquement, le visage déformé par la panique. « Je n'ai rien à faire ici !» s'écria-t-il d'une voix étranglée. Et sans attendre la moindre réponse, il se précipita vers la sortie,
bousculant Lestrade qui tenta vainement de le retenir. La porte claqua derrière lui avec une violence qui fit sursauter l'assemblée. Un instant de stupeur suivit, puis Lady Montagu. Je compris la raison de ce calme en sortant à mon tour. Dans la nuit humide de Baker Street, une silhouette droite se tenait à l'angle de la rue. C'était Holmes. Il avait quitté la pièce quelques instants plus tôt, certain que la panique produirait ce résultat. Lorsque le fugitif surgit dans l'ombre, Holmes l'attendait déjà, les bras croisés, comme si tout avait été écrit d'avance. « Bonsoir », dit-il d'une voix posée. « La comédie s'achève ici. » Et je sus alors que le piège avait parfaitement fonctionné. Le manoir Montagu baignait dans une solennité presque oppressante lorsque nous y fûmes introduits. La vaste salle de réception, éclairée par de hauts candélabres, accueillait tous les protagonistes de cette affaire tortueuse. Lady Montagu, assise dans un fauteuil au dossier sculpté, fixait le vide d'un regard froid. Le banquier Carroway, nerveux, se tenait près d'une console, frottant sans cesse ses mains l'une contre l'autre. La femme voilée s'était placée légèrement en retrait, comme pour se dérober à l'attention. Mais ses yeux brillants sous la dentelle ne perdaient rien de la scène. Je sentais sur mes épaules le poids d'une atmosphère chargée d'attente et de crainte, comme si chacun présent redoutait que les murs du manoir ne résonnent bientôt d'un verdict inévitable. Holmes, imperturbable, se posta au centre du salon, ses traits calmes trahissant une assurance glaciale. Lestrade, invité également, s'adossa contre la cheminée avec l'air bourru de celui qui se croit encore maître de la situation, bien qu'il eût déjà été pris de court à plusieurs reprises. Je me souviens avoir pensé que jamais je n'avais vu un théâtre plus propice à une révélation dramatique. Le silence régnait, à peine troublé par le craquement du bois dans l'âtre. Holmes leva la main, et son geste, sobre mais ferme, imposa aussitôt le silence complet. Sa voix claire et mesurée s'éleva avec un ton presque professoral. « Mesdames, messieurs, dit-il, l'heure est venue de dissiper l'ombre qui plane sur le River Bridge. Vous êtes réunis ici non pour entendre de nouvelles conjectures, mais pour l'hypothèse d'un suicide que l'inspecteur Lestrade avait si hâtivement adoptée. L'absence de corps et la présence de traces de lutte l'infirment radicalement. Aucun désespéré ne brouille volontairement les empreintes derrière lui. » Il se tourna alors vers Lady Montagu. « L'hypothèse d'un enlèvement, soutenue par certaines paroles de votre entourage, se révèle tout aussi erronée. Car l'objet retrouvé dans la barge, une chevalière portant les initiales du défunt, atteste que le disparu n'a jamais quitté la rive vivante. » Son regard glissa vers la femme voilée, qui frissonna. Enfin, la théorie d'un simple accident, née des rumeurs des bateliers, ne tient pas devant les preuves matérielles. La boîte scellée, les cordages déplacés, et surtout l'empreinte de souliers féminins laissés dans la boue. Il marqua une pause, savourant la stupeur qui gagnait peu à peu l'assemblée. Ces fausses pistes n'étaient que des voiles. Or, voyez comme ils se déchirent les uns après les autres, laissant apparaître une vérité plus sombre. Son ton était désormais tranchant comme une lame. Holmes, s'avançant d'un pas mesuré, promena son regard aigu sur l'assemblée. « On m'a reproché, dit-il, de donner trop d'importance aux détails. Mais ce sont précisément ces détails qui révèlent la trame cachée. Car ce crime n'a pas été l'œuvre d'un seul bras, mais d'un tissu de complicité savamment ourdi. » Il évoqua d'abord la femme voilée, rappelant sa visite à Baker Street, ses paroles trop précises, ses silences trop calculés. Puis il montra du doigt Lady Montagu, dont la froideur avait masqué la terreur et dont les regards complices trahissaient une connivence bien réelle. « Ce sont les femmes, dit-il avec une gravité particulière, qui ont joué la partie la plus subtile, non point en commettant l'acte matériel, mais en déplaçant les soupçons, en jetant le voile de l'innocence sur l'homicide. » Un murmure d'indignation parcourut la salle, mais Holmes, implacable, continua. « Voyez comme elles ont orienté nos pensées. Dès la première heure, nous avons été conduits à croire à un accident ou à un suicide. Mais chaque indice réfute cette illusion. Les empreintes brouillées volontairement, la barge abandonnée avec la chevalière du disparu, la boîte scellée, tout cela ne compose pas le tableau d'un homme se donnant la mort, mais d'un meurtre dissimulé sous l'apparence du hasard. » Il se pencha légèrement vers Lestrade. « N'est-il pas curieux, inspecteur,
qu'un homme décidé au suicide prenne soin de masquer les traces de lutte dans la boue, ou qu'il laisse derrière lui un objet personnel soigneusement dissimulé dans une caisse. Lestrade grommela quelques protestations, mais sa voix s'éteignit devant l'évidence. Holmes reprit, implacable. « Non, messieurs, la vérité est simple. Un homicide a eu lieu sur le River Bridge. Le corps, lesté et retenu par les courants, n'était pas perdu. Il était caché. Et tout, jusqu'au moindre détail, visait à transformer un crime volontaire en accident regrettable. » Je vis l'assemblée frémir. Ce mot de meurtre venait de dissiper les dernières illusions, et le drame prenait désormais son visage authentique. Un silence lourd s'abattit dans le salon. Holmes s'avança alors vers Lady Montagu, dont le maintien, jusque-là altier, vacilla d'un imperceptible mouvement. « Lady Montagu, dit-il d'une voix grave, c'est à vous que revient la part la plus sombre de ce drame, car c'est vous qui avez donné à ce meurtre la forme trompeuse de l'accident. » Un cri étouffé s'éleva, aussitôt réprimé. La femme voilée baissa les yeux, tandis que Carroway recula d'un pas, comme si l'air lui manquait. Lady Montagu, blanche comme la cire, se redressa et répliqua d'une voix ferme. « Vous osez, monsieur Holmes, vous m'accusez de la mort de mon propre mari ?» Holmes inclina la tête. « J'ose, madame. Mais écoutez bien. Je ne dis pas que votre main a porté le coup fatal. Je dis que, par votre silence, par vos manœuvres et par vos alliances, vous avez couvert le bras qu'il a commis. » Il marqua une pause, laissant peser ses mots. Puis il ajoute, manifestement peu convaincu de l'utilité de cette nouvelle excursion. « Je vous l'ai dit 100 fois, Holmes, grommela-t-il. Il n'y a rien de plus à trouver ici. Le pont a livré tous ses secrets. » Holmes ne répondit pas immédiatement. Ses yeux fixaient l'eau sombre, comme s'il y lisait une page invisible aux autres. Enfin, il déclara d'une voix calme mais ferme. « Vous vous trompez, Lestrade. Le pont n'a encore rien livré. C'est justement là que se cache la vérité. » Je sentis un frisson me parcourir. L'air froid, le bruit sourd des flots contre les arches, l'ombre des piliers massifs, tout concourait à rendre l'endroit sinistre. Pourtant, Holmes semblait étrangement animé, comme un homme qui touche enfin au cœur de l'énigme. Nous nous arrêtâmes au pied du pont, et je ne pus m'empêcher de songer que cet endroit, témoin muet de tant de drames, allait bientôt révéler son secret le plus funeste. Holmes se tourna vers nous, son visage éclairé par la lueur tremblante d'une lanterne. « Messieurs, dit-il, vous avez cherché un corps partout, sauf là où il se trouvait. Vous avez imaginé une fuite, un enlèvement, une disparition mystérieuse. Mais la vérité est plus simple et plus cruelle. Le défunt n'a jamais quitté cette rivière. » Lestrade secoua la tête, incrédule. « Vous prétendez qu'il repose encore ici, sous nos yeux ?»« Précisément, » répondit Holmes. « Le corps a été lesté et maintenu sous les arches, là où le courant le masque au regard. L'illusion d'une absence a été savamment orchestrée pour détourner toute suspicion. » Je restai pétrifié par ces paroles. L'idée qu'un cadavre gisait là, dissimulé à quelques pas, me glaça le sang. Holmes, pourtant, ne s'y y est pas. « Il est temps de le ramener à la lumière, » conclut-il. Sur son ordre, plusieurs hommes robustes, prévenus d'avance, se mirent à sonder les eaux noires à l'aide de cordages et de grappins. Les cliquetis du métal résonnaient lugubrement contre la pierre du pont, tandis que chacun retenait son... Lestrade, bien que sceptique, observait la scène avec une nervosité croissante. Je crus voir, sous sa rudesse, naître une lueur d'inquiétude. Les minutes s'étiraient, lourdes, tandis que les hommes tiraient et replongeaient leurs crochets. Puis, soudain, un cri retentit. L'un des grappins s'était accroché à quelque chose de lourd, profondément enfoui. Un silence tendu suivit, brisé seulement par le clapotis de l'eau. Lentement, les cordes furent tirées, révélant la certitude terrible qu'Holmes avait pressentie. Je regardais mon ami. Son visage demeurait impassible. Mais ses yeux, brillants d'une sombre lucidité, fixaient déjà l'abîme, comme s'il en connaissait chaque secret. Les cordes se tendirent dans un effort collectif, et l'eau de la Tamise, lourde et noire, sembla retenir sa proie jusqu'au dernier instant. Puis, lentement,
Un poids indistinct se détacha des profondeurs et rompit la surface dans un clapotis sinistre. Je crus d'abord distinguer une masse inerte, alourdie de chaînes et de pierres, avant que la forme humaine ne s'impose à mes yeux horrifiés. Un silence funèbre régna sur la berge, interrompu seulement par le grincement des poulies et le souffle rauque des hommes qui tiraient. Lorsqu'enfin le corps fut déposé sur les planches humides, la vérité nous frappa comme un coup de vent glacé. C'était bien le disparu, son visage tuméfié rendu méconnaissable, mais ses vêtements et sa stature ne laissaient aucun doute. Holmes, impassible, s'agenouilla brièvement, vérifiant d'un regard expert l'état des liens et des poids fixés. « Voilà, dit-il simplement, ce que l'on nous faisait croire perdu pour toujours. Le fleuve n'était pas une tombe, mais un coffre. » Ces paroles glaciales renforcèrent l'horreur de la scène. Je sentis la nuit entière se charger de ce secret macabre, comme si le River Bridge venait d'exhaler l'aveu silencieux de son crime. La découverte du cadavre fit l'effet d'un coup de tonnerre parmi ceux qui nous accompagnaient. Le banquier Carroway recula d'un pas. Je surpris dans son regard cette intensité qui précédait toujours une déduction capitale. Il nota son calme, il nota son absence d'émotion, et déjà je comprenais que pour lui, ce mutisme en disait plus qu'un cri. Alors que le cadavre gisait devant nous, Holmes se redressa lentement, tirant sur sa manche comme pour marquer une transition. Sa voix, basse mais nette, s'éleva dans la nuit glaciale. L'argent, la réputation, les dettes, voilà des mobiles suffisants pour justifier un chantage, mais pas pour ce meurtre. Non, mes amis, ce crime porte une ombre plus épaisse. Lestrade fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire, Holmes » demanda-t-il d'un ton bourru. Holmes esquissa un sourire énigmatique. « L'argent peut pousser un homme à tromper. La peur de l'opprobre peut le pousser à se cacher. Mais seule une passion profonde, ancienne, est capable de précipiter un corps ainsi lesté au fond d'un fleuve. » Je frissonnais en entendant ces mots, car je connaissais assez mon ami pour savoir qu'il ne lançait jamais pareille hypothèse sans l'appuyer d'indices précis. « Ce meurtre, poursuivit-il, n'est pas né seulement d'un calcul ou d'un intérêt matériel. Il est né d'un lien intime, d'un secret plus noir que les eaux de la Tamise. Et ce secret, il nous reste à le mettre au jour. » Il se tut, laissant ses paroles flotter comme un avertissement. Je vis Lady Montagu détourner enfin le regard du cadavre, ses lèvres pâles frémissant imperceptiblement. Ce léger mouvement, observé par Holmes, lui arracha un bref éclat de satisfaction. Je compris alors que l'affaire n'était pas close. Le cadavre n'était qu'un révélateur, et que derrière ce corps inerte se dissimulait encore une vérité plus sombre que nous n'osions l'imaginer. Lorsque nous regagnâmes enfin notre logis familier, je crus sentir les murs de Baker Street refermer sur nous leur étreinte protectrice. Après l'humidité glacée des quais et le spectacle funeste qui s'y était déroulé, la chaleur simple de notre foyer prit une valeur presque irréelle. Le tapis usé, la table encombrée de journaux. Holmes, en revanche, paraissait se mouvoir dans cette transition, comme s'il en avait la clé secrète. Sans mot dire, il ôta son manteau, alluma une bouffée de tabac et prit place dans son fauteuil de velours avec cette sérénité d'esprit qui lui était propre. Je m'assis en face de lui, incapable de trouver le repos. Car je savais que son silence n'était jamais vide. Il annonçait toujours une réflexion profonde, prête à jaillir comme une étincelle. Holmes demeura longuement immobile, ses doigts entrelacés, les yeux perdus dans la danse des flammes. Je l'avais vu 100 fois dans cette posture, et je savais qu'en lui s'opérait déjà une mise en ordre des faits, une pesée des mobiles et des âmes. Je finis par rompre le silence. « Vous avez l'air absorbé, Holmes. Ce n'est pas seulement le crime qui vous occupe, n'est-ce pas ?» Il tourna lentement la tête vers moi, un sourire presque imperceptible aux lèvres. « Vous avez raison, Watson. Ce n'est pas le crime en lui-même, mais ce qu'il révèle des profondeurs humaines. Les passions, quand elles s'enracinent dans le cœur, pèsent davantage qu'un bloc de pierre attaché à une victime. » Sa voix, grave et mesurée, me glaça plus que le vent de la rivière. Puis il retomba dans le mutisme, et seul le crépitement du feu accompagna la gravité de ses pensées. Soudain, Holmes redressa la tête et, d'un ton songeur, se lança dans une réflexion que je n'ai jamais oubliée. « Voyez-vous, Watson, dit-il,
Les ponts sont plus qu'un assemblage de pierres et de bois. Ils représentent ces passages fragiles entre deux états du monde. On quitte une rive pour une autre, tout comme l'homme franchit, souvent à son insu, le seuil de la vérité vers le mensonge, ou de la vie vers la mort. Il marqua une pause, aspirant une bouffée de sa pipe. Le River Bridge n'a pas seulement été le théâtre d'un crime. Il a symbolisé la frontière invisible où un homme est tombé de l'apparence dans l'abîme, de la réputation dans l'infamie. Les ponts, mon cher, sont toujours des lieux de drame, car ils suspendent l'homme entre deux mondes. Je l'écoutais, fasciné. Culpabilité, ou celui d'une douleur trop profonde pour se dire. Holmes haussa imperceptiblement les épaules. Ah, Watson, il est des énigmes que même ma méthode ne saurait résoudre pleinement. L'âme humaine, surtout quand elle est celle d'une femme accoutumée à dissimuler, demeure parfois plus impénétrable qu'un coffre-fort. Je me tus, troublé, car je sentais confusément que la vérité, si brillante aux yeux de Holmes, ne dissipait pas tout. Il restait un résidu de mystère, une ombre dans le regard de la veuve qui défiait la logique. Et ce fut cette énigme silencieuse qui pesa le plus sur moi ce soir-là. Alors que je méditais sur mes propres incertitudes, Holmes brisa le silence d'une voix lente, presque solennelle. « Voyez-vous, Watson, dit-il en fixant les flammes, la rivière emporte les illusions, mais la vérité demeure, immobile sous la pierre. » Je demeurai sans voix devant cette phrase, qui condensait tout le drame que nous venions de vivre. Holmes, qui d'ordinaire se plaisait à railler et à démontrer, laissait apparaître une sagesse plus vaste, presque philosophique. Je compris alors qu'au-delà des crimes, des indices et des coupables, il entrevoyait quelque chose de plus durable. La permanence de la vérité, tapie dans l'ombre, attendant toujours son heure pour surgir. Je ne pus que l'admirer une fois encore. Pourtant, une part de moi restait hantée, non par l'élégance de sa pensée, mais par le froid regard de Lady Montagu, dont le mystère demeurait hors d'atteinte. Ainsi s'acheva cette affaire, dans le calme feutré de Baker Street, tandis que dehors Londres poursuivait son tumulte. Et moi, pauvre chroniqueur, je restais plongé dans la conviction qu'aucune enquête, si brillante fût-elle, ne pouvait jamais lever tous les voiles de l'âme humaine. La nuit retomba sur Baker Street comme un voile de cendre, et pourtant je sentais encore le frisson glacé de ce mystère courir dans mes veines. Certaines vérités s'éclairent sous la raison, d'autres demeurent tapies dans les silences des âmes, là où aucune déduction ne se